Être et savoir. Espace. D'unilatéral carrément. Et nous allons joindre Ansoumane Diallo. Il est le coordinateur régional adjoint du SLEG au niveau de la région de la Baie. Il n'est d'ailleurs pas tout seul. On va lui demander, on va lui poser des questions. Pourquoi? Sinon, le deuxième sujet aujourd'hui, on a invité Dr Abdraman Diallo. Il est le fondateur des écoles, les Sauveurs, l'école de santé. Effectivement, monsieur Dr Abdraman Diallo est le fondateur des écoles privées. Les Sauveurs, c'est une école professionnelle et consacrée à la santé. Voilà, donc on a voulu que le docteur vienne nous expliquer de quoi il s'agit dans ces écoles de santé, comment est-ce que les diplômés sont insérés dans le tissu social, quelles sont les difficultés que ces écoles rencontrent au quotidien et quel est leur rapport avec le département de tutelle qui est le ministère de l'Enseignement. Toutes ces questions seront répondues par Dr Abdraman Diallo. Il est avec nous en studio. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons donc l'interroger pour vous et d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ça. D'autres opinions, d'autres expressions sur l'école. Nous allons donc vous rejoindre juste après cette petite transition, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue à tous. Être et savoir. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais... L'éducation nationale que nous rappelons dans cette émission, c'est intéressant, il ne faut pas oublier, hein, une promesse, ça se tient. Les examens, c'est dans quelques jours. Monsieur Vali, on va donc aller avec monsieur Abraham Tchotcho, il est avec nous. 224 objectifs bac, on avait commencé à en discuter hier dans l'émission. Effectivement. Alors, monsieur Abraham Tchotcho, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Abraham Tchotcho, qui est le responsable de la mobilisation des volontaires, des enseignants volontaires. Encore bienvenue dans cette émission. Merci. Eh bien, première question, monsieur Vali. Alors, monsieur monsieur Bangoura, hier nous avons reçu ici le chargé des opérations qui nous a expliqué un peu en quoi s'agissait le projet 224 objectifs bac. Voilà, aujourd'hui nous voulons savoir exactement comment est-ce que vous recrutez les enseignants qui seront mis à disposition pour l'exécution des cours qui seront donnés à l'intérieur. Oh, c'est très simple, mais bien avant qu'on entame cette émission, j'aimerais bien d'abord manifester ma satisfaction. Combien de fois je suis un peu réconforté pour participer à cette émission, mais pourquoi pas intervenir sur ce sujet. Alors, 224 objectifs bac, pour encore repréciser, c'est un projet. Voilà, la structure, c'est Haran. Voilà. Et comme on le dit souvent, on a tendance à confondre parfois même 224 objectifs bac à la structure Haran également. Et dans l'esprit du projet également, c'est 224 objectifs bac est un projet qui a donné naissance à la structure. Voilà. Alors 224 objectifs bac est devenu aventure. Voilà. Donc, concernant les recrutements, c'est très simple. La première des choses d'abord, on lance un appel. Un appel à l'endroit de tous les enseignants qui se sentent capables de prendre part à cette aventure. Alors, quand on lance un appel, il y a un numéro ou des numéros qu'on distribue également, comme tout à l'heure. Et le premier numéro qu'on peut distribuer, ça peut être soit mon numéro ou le numéro de mon second. Mais monsieur Bangoura, se sentir capable, ça veut dire quoi? Un enseignant qui se sent capable. Un enseignant qui a au moins une expérience dans les salles d'examen et qui peut démontrer effectivement de quoi il est capable dans les salles d'examen et qui peut démontrer quelque chose à l'encontre des candidats effectivement qu'il attend, surtout les candidats du baccalauréat. Donc tous les enseignants qui ont une expérience pédagogique et qui ont une expérience dans l'enseignement des classes d'examen peuvent se porter volontaires pour le projet 224 objectifs bac. Bon, il y a aussi des critères parce que pas seulement que tu peux, mais si tu as la volonté d'être avec nous, là en ce moment, tu peux être parmi nous. Donc on ne peut pas dire tous les enseignants qui peuvent le faire, qui seront forcément parmi nous. Si on se souvient de la première édition, il y a eu beaucoup d'enseignants qui pouvaient être avec nous, mais la volonté manquait, donc ces enseignants-là sont retournés. Et même l'année dernière aussi, il y a eu des enseignants qui nous ont accompagnés, la deuxième édition je crois. La deuxième édition, il y a eu des enseignants
de la première édition qui étaient capables et qui avaient démontré d'énormes talents qu'ils avaient également. Mais lors de la deuxième édition, ces enseignants-là nous ont quittés. Donc c'est pas parce que ils n'avaient pas la capacité, ils ne sont pas venus par mais la volonté manquait également. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, je me dis que c'est un problème de sous qui les a empêchés de continuer. Pour moi, mais qu'est-ce que les autorités font pour vous? Étant donné que vous vous sacrifiez, vous quittez vos parents ici, vous partez à l'intérieur pour aider les gens. Oui, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Oui, mais c'est vrai. Quand des jeunes se sacrifient, quand des jeunes se sacrifient pour ne pas sacrifier les enfants des autres, mais la moindre des choses, c'est de les regarder et de les soutenir. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Qu'est-ce que les autorités ont fait pour vous? Sauf qu'il n'a pas précisé, il n'a pas fini avec la question de M. Vanni sur comment est-ce qu'on mobilise la question les enseignants volontaires. volontaires. On va aller là-dessus et en même temps répondre. Comment est-ce qu'on mobilise les enseignants volontaires? Voilà, donc par rapport, d'abord pour terminer la partie et revenir effectivement sur votre question, par rapport toujours dans le cadre du recrutement, quand on lance un appel, les enseignants qui vont postuler, et quand ils finissent de postuler, on programme une date, mais la date ne sera pas choisie sans le consentement du collège de recruteurs que nous formons souvent. Donc on a toujours des enseignants qui sont aussi plus expérimentés que nous constituons comme un collège de recruteurs très très expérimentés. Au moins, parmi ces enseignants, ils peuvent avoir au moins 20 ans d'expérience dans chaque spécialité qu'ils évoluent également. Donc alors, puisant cette expérience, maintenant, ce sont ces enseignants-là qui vont nous donner une date à laquelle ils seront prêts effectivement pour évaluer les enfants et pour évaluer les enseignants du moins. Alors, à la date retenue, on informe une semaine d'avance les candidats volontaires, les candidats qui comptent, les candidats enseignants effectivement qui comptent être parmi nous. Et quand on les informe, ils viennent. Il y a un texte de recrutement qu'on va les soumettre. Et ce texte de recrutement s'effectue dans chaque discipline. Si tu es mathématicien ou bien si tu supposes dispenser les cours de mathématiques, on t'évalue en mathématiques. Si tu supposes dispenser les cours en français, on t'évalue en français. Il y a toujours des spécialistes dans chaque... Il y a toujours des recruteurs dans chaque matière également. Donc alors, quand on finit d'effectuer le recrutement, au niveau... Parce que on aime souvent le dire, c'est pas parce que c'est du volontariat, on va amener n'importe quel enseignant. Vous allez un peu nous excuser de ce terme, ce n'est pas manque de respect à ceux qui n'auront pas la chance d'être parmi nous, ceux qu'on ne parviendra pas à retenir. Alors, on n'est pas, c'est-à-dire, on ne vient pas dans ce projet parce qu'on veut le faire ou bien parce qu'on te connaît. Non. Si réellement les recruteurs, le collège de recruteurs t'approuve, effectivement justifie que tu peux et atteste ta capacité, vraiment là on te recrute. Alors, quand ce collège finit de recruter ses enseignants, ils nous mettent à la disposition, ils nous donnent ces enseignants. Et nous avions des fiches déjà que nous avions élaborées pour enregistrer ces enseignants. Et comme la répartition s'effectue dans chaque préfecture, nous prenons d'abord une région administrative, mais souvent dans chaque région administrative, il y a plusieurs préfectures. Et les préfectures récentes, les besoins, et comme encore d'autres l'ont dit, nous ne partons pas dans une préfecture dans une région administrative qui a eu un record au niveau du pourcentage, mais nous partons dans une région administrative où le besoin se ressent beaucoup plus. Alors donc quand on finit d'effectuer ce recrutement, on regroupe les enseignants et on les recense, les enseignants recrutés, les enseignants validés par les recruteurs qui sont très expérimentés. Et après on programme une formation. Et la formation qui sera programmée, cette formation sera initiée sera donnée par ces collèges, effectivement par ces recruteurs. Et au niveau de cette formation, il y aura des lignes que ces recruteurs vont nous donner. Par exemple, la conduite pédagogique, la communication, la maîtrise effectivement de la matière que vous dispensez. Donc, également, nous avons été recrutés dans ce sens. Donc après ce recrutement, il y a aussi d'autres formations que nous organisons, souvent au niveau de notre siège social, à l'EGEPAD également. Donc et après, c'est plusieurs formations que nous organisons. Maintenant, on procède à la répartition par préfecture. Des candidats par préfecture selon la préfecture qui manifesteront où les besoins se manifestent. Donc, et nous avons des coordinateurs, des coordinateurs préfectoraux, effectivement, de chaque préfecture
Donc, par exemple, les 3 préfectures que nous avions choisies cette année au niveau de l'AB, donc chaque préfecture, il y a un coordinateur. Donc, nous listons les candidats. Effectivement, par exemple, chaque candidat est à la disposition des CPE. On va manquer de temps, monsieur Bangoura. Est-ce que vous pouvez aller directement sur... Voilà, la question de M. Cheikh. Sur lui, mais d'abord rappeler les numéros pour ceux qui sont disponibles, parce que bien évidemment, c'est pour cela que vous êtes là. Bien, pour ceux qui veulent manifester la volonté de prendre part à cette aventure avec nous cette année, donc nous vous prions de contacter les numéros suivants: le 621 16 93 13. Alors, si vous ne pouvez pas joindre ce numéro, il y a aussi le 662 87 57 03. D'accord. Et le second numéro, ça sera le numéro de 627 66 66 26. C'est ce que vous allez dire. Donc, voilà, rapidement, M. Bangoura, c'est la question de M. Cheikh. Voilà, monsieur, pour répondre à cette question, nous rencontrons d'énormes difficultés, mais pour le moment, à moins que ça ne vienne dans les dits, mais dans les lèvres, jusque-là, nous n'avons pas encore vu quelque chose de la part de l'autorité. Mais peut-être, je ne sais pas si le coordinateur peut nous dire quelque chose, mais jusque-là... Il n'y a pas de coordinateur ici. Ok, il n'y a pas de coordinateur. À ce que je peux révéler comme état informé, pour le moment d'abord, on n'a pas encore eu quelque chose de la part de l'autorité. Donc jusque-là, on ne peut pas dire qu'on a reçu quelque chose de la part de l'autorité. Même des encouragements ou des remerciements. Voilà. Bangoura, il est responsable de la mobilisation des volontaires. Je sais que vous avez des questions. Ma question, on va arrêter à ce niveau. Parce que on a des invités qu'on doit prendre rapidement. C'est pas grave. Merci M. Bangoura d'être passé dans cette émission. Nous espérons qu'il y aura des volontaires qui se présenteront. Il y en a déjà qui sont manifestés. Oui, il y en a déjà. Il y a au moins 8 personnes qui sont présentées. Oui. Il y a d'autres qui continuent toujours à me joindre. Ça va durer jusqu'au mois de juillet. Hein. L'appel est lancé jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 1er juillet. Tous les enseignants qui se sentent capables d'enseigner des matières comme la physique, la mathématique, français, philosophie. Hein. Les profs de français. Professeur de français, Chevalier. Il y a les professeurs de français ici. Abraham Tchétché Bangoura, professeur de français, chargé de la mobilisation de l'objectif bac, enfin 224 objectifs bac. Il était notre invité. On se retrouve donc juste après cette petite transition. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Monsieur Alpha, je commence par vous. Hein? Ça schlingue au SLEG, comme on le dit. Hein? Ça ne va pas au SLEG. On sait que la semaine dernière, M. Aboubakar Souma avait annoncé avoir désaffilié le SLEG de l'USTG pour créer une nouvelle centrale. Sauf que il paraît qu'il n'a pas contacté tout le monde. J'ai appris ça à travers les réseaux sociaux, mais également à travers d'autres canaux d'information. Oui. Ce qui est sur le net, cette conduite de M. Aboubakar Souma, moi je ne trouve pas cette conduite vraiment cohérente par rapport au statut, au règlement du système syndical. Les bases en général n'ont pas été informées de cette déstabilisation par rapport au... C'est qu'on apprend par voilà. Oui, mais c'est en cela que la dernière fois je me suis dit, c'est-à-dire une seule personne ne pas s'accaparer et réellement d'un mouvement syndical et pour faire cela ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, je pense bien qu'à la date d'aujourd'hui, si Aboubakar Souma a des problèmes avec l'USTG, qu'il laisse le SLEG continuer dans le bon sens, mais qu'on ne récupère pas le SLEG. En même temps, ça me rappelle ce que Roméo avait dit. Voilà. En fait, Aboubakar Souma et le SLEG, c'est comme si c'était sa propriété. La religion est Dieu. La religion est Dieu. Il ne peut pas causer ça comme une propriété. Il faut que ce soit sa propriété parce qu'ils en ont fait ainsi, ils en ont voulu ainsi. Ils l'ont déifié en fait, ils l'ont divinisé. Se voit comme en fait le messico du SLEG, donc c'est normal. C'est normal qu'il en fasse ce qu'il veut en fait. Moi, je ne vois pas, je ne suis pas étonné. Donc ils ne sont que les victimes de ce qu'ils font. Mais il faut, moi je pense qu'il faut respecter les statuts, les règlements de ce mouvement. En fait, moi je pense que le SLEG souffre d'un problème de géométrie. On confond le sommet. En fait, on confond le sommet à la base.
Mais écoutez, quand on est au sommet, on sait qu'on est au sommet parce que c'est la base qui t'a placée au sommet. Il faut toujours consulter la base. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme ou un groupe d'hommes peut prendre une décision au nom du SLEG. C'est dangereux. Non, mais à un moment donné, on a pensé, parce que c'est ce que le discours de M. Aboubakar a laissé entendre, que les membres du SLEG sont déjà d'accord. Oui, mais les membres du SLEG, en parlant des membres du SLEG, je peux parler. Avant, on a Ansoumane Diallo en ligne. Il est le coordinateur régional adjoint du SLEG au niveau de l'AB. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Alpha, première question. Bon, monsieur Diallo, ma question est la suivante. Nous avons tous appris à travers réellement des informations avec des canaux d'information que le SLEG s'est désaffilié complètement de l'USTG. Et qu'est-ce que vous en dites, parce que vous êtes un des correspondants du SLEG au niveau de la région de l'AB? Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et ce que vous venez de dire tout de suite là, que le SLEG s'est désaffilié de l'USTG, ça n'engage qu'Aboubacar Souma. Du fait qu'il n'a pas respecté les statuts et le règlement du SLEG, nous ne l'accompagnons pas dans cette lancée-là. En matière syndicale, il faut les consultations. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation vraiment là où on ne comprend plus le général Aboubacar Souma. Il prend des décisions sans consulter les bases. Il y a ce qu'on appelle les bases en matière syndicale et le sommet. Nous constituons les bases. Et lui, à Conakry, c'est le sommet. Donc avant de prendre n'importe quelle décision, il doit impérativement consulter les bases dont il ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous désapprouvons totalement cette désaffiliation dont il fait allusion. Voilà, monsieur Diallo. Monsieur Diallo, voilà, je voulais savoir, vous désapprouvez cette désaffiliation unilatérale de M. Aboubacar Souma. Et quelles sont les mesures que vous comptez prendre dans les plus brefs délais par rapport à cette... Bon, vous savez, nous, jusqu'à présent, nous reconnaissons Aboubacar Souma comme notre général. Déjà, moi, j'ai adressé une correspondance au SLEG pour vraiment faire comprendre à Aboubacar Souma que nous ne l'accompagnons pas. Donc nous voulons seulement qu'il y ait l'unité syndicale et puis qu'il revienne encore, afin qu'on puisse conjuguer le même verbe. Mais pour le moment, nous avons fait cette déclaration pour nous faire entendre qu'il n'est pas avec nous. Monsieur Diallo, réellement. Mais Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, il y a combien de coordinations au niveau du SLEG? Les coordinations, ce sont les régions administratives. Donc il y en a 8, c'est ça? Oui. Il y a combien sur les 8 qui ont été consultés? Bon, pour le moment, les différents généraux de différentes unions préfectorales dont j'ai consulté, j'ai appelé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Donc moi, pour le moment, je ne gère que la région administrative de l'AB. Au niveau de la région administrative de l'AB, il y a combien, puisque administrative de l'AB, il y a au moins 7 préfectures, il y a combien Non, il y a 5 préfectures, 5. 5 préfectures, merci. Il y a combien de généraux qui n'ont pas été consultés? Tous les généraux n'ont pas été consultés. C'est à la dernière minute qu'un de nous n'a pas voulu nous accompagner. Ça, c'est le général de l'AB. Mais ça aussi, c'est lui seul, mais pas le bureau. Alors, permettez-moi juste, c'est une logique. Aujourd'hui, combien de personnes ou combien de bureaux accompagnent Aboubacar Souma dans cette logique? Bon, je ne vais pas aller au-delà de ce que je connais. Parce non, monsieur Diallo, vous n'allez pas nous faire ça quand même. Vous êtes censé, vous êtes en train de créer de la rébellion. Vous devriez savoir au moins à quelle dimension vous êtes en train de vous mesurer. Vous avez combien de personnes avec vous et combien de personnes avec Aboubacar Souma? Non, c'est pas une rébellion, mon cher ami. C'est pas une rébellion. C'est-à-dire, vous savez que le syndicat, nous avons des textes qu'on lit. C'est pas la personne qui est importante. Nous avons les statuts, nous avons le règlement intérieur, dont le général Souma doit respecter. Donc nous parlons sur cette lancée-là. C'est en base de ça que nous avons écrit notre déclaration. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, moi j'ai envie de savoir, Aboubacar Souma que vous connaissez, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire machine arrière en fait? Non, enfin, pour le moment, je ne peux pas dire qu'il fera marche en arrière ou pas. Mais l'essentiel, nous l'avons prouvé que nous ne sommes pas avec lui dans cette lancée-là. Nous relevons nous sommes affiliés
c'est-à-dire nous sommes affiliés à l'USTG, il ne peut pas se lever un bon matin seulement dire qu'il s'est désaffilié sans autant consulter les généraux. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas, qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas une manipulation d'Abdoulaye Sow, par exemple, qui est le secrétaire général de l'USTG? Parce que c'est quand même vous. Non. Et vous, on a l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'informations. Dites-nous que vous n'êtes pas vous n'êtes pas des manipulés et que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, rajoutez dessus, aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sûr qu'Aboubacar Souma puisse revenir sur sa décision, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je vais vous dire en âme et conscience. Pour ceux qui me connaissent déjà, moi, je n'ai pas une partie prise pour ça. Moi, en matière syndicale, c'est la logique qui m'intéresse, la vérité. Je suis pour la vérité. Et tout le monde connaît qui est en ce moment, au niveau du SLEG. Moi, je ne défends pas Abdoulaye Sow, je ne défends pas Souma. Moi, je veux seulement qu'on applique ce que les statuts et le règlement disent. Si Aboubacar Souma ne revient pas, qu'est-ce que vous comptez faire? En tout cas, nous ferons tout notre possible pour qu'il revienne sur cette décision-là. Et s'il ne revient pas, c'est ça la question, monsieur? En tout cas, pour l'instant, s'il ne revient pas, nous maintenons notre position. Monsieur Cheikh. Maintenant, monsieur Diallo, je vais vous poser une question. Comment l'abbé réagit par rapport au prélèvement de 5% sur le salaire? Le prélèvement de 5% là, nous, ça déjà, ça c'est une chose qu'on ne veut même pas entendre. Parce que déjà, selon ce que nous avons appris, que Souma a été signataire de cette affaire-là, du fait que lui, avant, il disait qu'il s'est désaffilié de l'USTG. Et à un certain moment, on nous apprend que Souma est allé signer au nom de l'USTG. Donc, on ne comprend plus. Abdraman Ansoumane Diallo, il est le coordinateur général adjoint du SLEG à l'AB. On vous a largement entendu. Merci, monsieur Diallo, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Et à bientôt. Alors, on a écouté, monsieur Diallo, sauf que moi, je ne suis pas assez convaincu. Je pense bien que ce que je suis en train de vous dire, si Aboubacar Souma ne peut pas respecter les statuts et les règlements de la structure syndicale, je ne pense pas qu'il est en train de faire du bien pour ses enseignants. Oui. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce que le monsieur est en train de dire, il a parfaitement raison. Oui, moi, j'ai consulté pas mal de bases. Nous sommes à Conakry ici. Mais il ne peut pas nous dire que nous avons été consultés au niveau... La base du SLEG de lycée. Moi, j'ai été même appelé. Moi, j'ai été appelé quand même des membres du bureau exécutif. Voilà. Les masques tombent là. Je croyais que le seul syndicaliste... Moi, j'ai été appelé le dimanche. D'accord. Nous sommes dans la ville de Conakry. Nous ne sommes pas été informés. Si nous ne sommes pas informés dans la ville de Conakry... C'est pas l'abbé qu'on va informer les gens à zéro près. Monsieur Alpha, d'ailleurs, moi le dimanche j'ai été appelé par un membre du bureau exécutif. Voilà. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il ne m'a pas donné, encore la permission, mais m'avait dit qu'il aurait souhaité intervenir dans l'émission. Il m'a dit que sur une vingtaine de membres, il n'y avait que 2 qui étaient concernés par cette opération magico-magique de désaffiliation, de réaffiliation. Il était très remonté. Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est la même personne qui brandit les textes et les lois pour rester à la tête du SLEG. Mais il viole ces lois. Donc il souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans une situation comme celle-là? Lorsque le monsieur en question, en fait, il fait de son mieux pour maintenir je sais pas, son pouvoir, pour maintenir son pouvoir s'il y en a un bien sûr, pour maintenir son pouvoir sur la structure syndicale appelée le SLEG, parce que qu'ils le disent ou non, il considère le SLEG comme son enfant. En fait, c'est lui le créateur. Donc il faut que les gens se plient à sa volonté et à sa décision. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans une situation comme ça? À cette phase-là, si toutes les structures syndicales à l'intérieur du pays, notamment à Conakry, se désaffilient complètement de sa décision, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule région. Mais moi j'ai l'impression, les responsables locaux là, c'est vraiment n'importe quoi. Madame, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de terreur que vivent les membres du SLEG. Ils sont responsables de ça. En privé, en aparté, c'est une prise d'otage. C'est eux qui ont fait de Souma ce qu'il est aujourd'hui, donc ils n'ont qu'à assumer. Ils vont assumer. Ce que nous allons faire, c'est de continuer ce débat. Prochainement, on va appeler, pourquoi pas, les membres de la structure centrale de Famba Pakapranda. Oui, on va la voir Bakar Souma. Je comprends la colère de tout le monde dans ce studio. Mais nous, on a un invité à interroger. Tout de suite, nous recevons Dr Abdraman Diallo. Il est fondateur de l'école de santé appelée Les Sauveurs. Nous allons donc l'interroger dans Être et Savoir juste après cette petite transition. Être et savoir. Il n'y aura de candidat
que ceux qui remplissent les conditions et la surveillance et le secrétariat et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Cette fois-ci avec les écoles de santé. Comment ça fonctionne? Parce que récemment, on a vu les écoles de santé. Il y a assez d'écoles de santé, mais il y a également assez de difficultés au niveau de ces écoles de santé. Néanmoins, on a préféré inviter aujourd'hui Dr Abdraman Diallo. Docteur, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Et vous? Merci d'avoir accepté de répondre à nos invitations. Monsieur Vali, première question, docteur. Voilà. Docteur Diallo, bonne arrivée, on dira. Ces écoles de santé, on en entend parler. Mais nous ne savons pratiquement rien sur ces écoles de santé-là. Alors, ma première question est, comment est-ce que on intègre ces écoles de santé en République de Guinée, ces écoles privées de santé? Peut-être, c'est quoi une école de santé, par exemple, comment est-ce qu'on intègre? Voilà. C'est quoi une école de santé? Bon, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Et une fois de plus, merci. Voilà, cette histoire d'école privée de santé, en fait, elle a commencé vers les années 2007-2008. D'accord. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être le premier Guinéen qui a ouvert une école privée de santé, après Madame Doré Chantal, qui a ouvert Kobaya quelques mois avant. D'accord. Félicitations, de passage. Bon. Et vous savez, avant ces écoles-là, il y a une seule école publique de santé qui est à Kindia. La faculté de médecine, elle était là. Toutes les écoles qui étaient à l'intérieur école de santé, c'est des écoles qui formaient les ATS. D'accord. Agents techniques de santé. C'est l'AB, c'est Cancan, Farana. D'accord. Bon. La faculté de médecine, elle est à Conakry. La seule école publique qui formait justement ces infirmiers d'État, c'est sa chambre, c'est l'école de Kindia. D'accord. Donc il y avait un problème au niveau de la pyramide. Vous pouviez, les médecins étaient plus nombreux que les sages-femmes. Il y avait des hôpitaux à l'intérieur du pays qui, concrètement sur le terrain, n'avaient aucune sage-femme. Un hôpital préfectoral. Dans les faits, peut-être dans les papiers, il y a 2 ou 3. On sait toujours, c'est différent en Guinée. Mais vous allez à la maternité d'un de ces hôpitaux, en ce moment-là, non. Justement, c'est ces ATS-là qui faisaient office de sage-femme, d'infirmiers d'État, etc. Oui. Bon, moi, j'ai eu l'idée avec des amis, des doyens. Je ne vais pas tous les nommer, mais certains, Aïla Diarake Kondé, ancien surveillant général de Niasli, là, Lamine Keita, le doyen Demba qui était surveillant général de Donka. D'accord. Donc, ensemble, je les ai proposé, on a ouvert ensemble la première école privée qu'on appelle effectivement les Sauveurs. En 2008. D'accord. Et en 2009, on a eu l'agrément de D'accord. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice, docteur, c'est d'approcher le fauteuil un tout petit peu pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà, c'est bien. Autre question, monsieur Alpha. Bien, moi, ma question est la suivante, parce que tout à l'heure, mon collègue vient de parler du recrutement. Et moi, je veux juste accompagner cette question. C'est-à-dire, comment vous faites les recrutements dans ces écoles? Est-ce que c'est comment on intègre les écoles? Par exemple, les Sauveurs. Bon, d'abord, il y a les agréments. Ils sont donnés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Après, il y a un recrutement. Normalement, il y a un test au niveau national. D'accord. Qui est organisé par le ministère à travers la direction nationale des écoles privées. D'accord. À Donka. C'est le bac. Officiellement, c'est le bac qui est baccalauréat. On fait un test et les admis sont admis au niveau des écoles agréées. Bon, sauf que, parce que moi j'ai constaté, ça fait belle lurette, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos établissements, ils veulent faire la santé, mais ils ne sont pas arrivés au niveau bac.
Ils sont au niveau... Généralement, ce sont ceux qui ont échoué au bac. Non, ils n'ont pas échoué au bac. Au niveau 10e année, ils viennent demander les attestations parce qu'ils veulent intégrer les écoles de santé. Est-ce que chez vous, c'est la même chose qui se passe? Officiellement, celui qui n'a pas le bac peut faire une école d'infirmier d'ATS. D'accord. Ça, c'est le niveau brevet. Officiellement. D'accord. Officiellement. Agent technique de santé. Voilà. Ça, c'est un BT. BT. D'accord. Bon, si vous voulez, les ATS, comme j'ai dit tantôt par rapport aux écoles. Les BTS, comme Kindia, l'école publique de Kindia, le bac, officiellement. Et chez vous, docteur, chez vous, voilà. Chez moi, il a précisé officiellement. Je suis une école privée agréée, c'est obligatoire officiellement, c'est le bac. Donc vous ne recrutez pas des élèves qui sont sortis des classes de 10e année? Non. Non, nous on n'a jamais formé des ATS. Donc vous ne formez pas des ATS? On forme des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens de santé. Donc depuis 2008? Depuis 2008, oui. D'accord. Madame? Oui, docteur Diallo, je voulais savoir quelle lecture faites-vous de la prolifération des écoles de santé en Guinée et surtout de la façon dont ils recrutent, parce que laissez-moi vous dire que si officiellement c'est le bac qui est exigé ou bien qu'on ait échoué au baccalauréat, c'est pas ça dans les faits. Il y a des écoles de santé dans lesquelles vous retrouvez des élèves qui sont niveau 8e, 9e. D'autres qui n'ont même pas eu le brevet, mais qui se permettent quand même de partir. Et ils se font inscrire, ils suivent les cours. 3 ans après, ils sortent infirmiers ou c'est 4 ans. Ils sortent de ces écoles de santé-là et ils vont dans les hôpitaux. Ils travaillent. Quelle lecture faites-vous de cela aujourd'hui? Parce que c'est une réalité que nous vivons. Bon. Est-ce que d'ailleurs ça ne fait pas partie des difficultés que les écoles agréées de santé ont? Justement. Mais je vous dis que officiellement, le BT c'est le bac. Docteur, donnez-moi juste une seconde. Quand vous dites à chaque fois... Et précise, officiellement. Officiellement. Moi, je parle de la réalité. Parce que quelle lecture vous en faites? Ça peut ne pas se passer dans votre établissement. Mais force est de reconnaître que ça se fait au vu et au su de tout le monde. Donc vous, en tant que spécialiste dans ce domaine-là, en tant qu'acteur majeur de ces écoles de santé-là, quelle lecture faites-vous de cela? Bon, j'avoue que c'est quelque chose qu'il faut bien gérer. Vous savez, il y a 3 catégories de personnel. Il faut faire très attention dans la formation. L'agent de santé, l'enseignant, comme on parlait tout de suite, l'agent de sécurité. Si on est complice de la formation, ça peut se retourner contre soi-même. Oui, bien sûr. On peut être une victime directe ou indirecte. C'est ce que vous dites. Le problème, il est là. Mais c'est un constat qui est là, certainement que ceux qui doivent prendre ces responsabilités sont encore peut-être mieux informés que nous. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon école, en dehors des bacheliers, directement, on a eu à recycler des ATS, justement des anciens ATS qui ont fait 10 ans, 12 ans de service qu'on a recyclé. Ça, je sais. Et actuellement, il y a maintenant justement des universitaires qui font sociologie, économie ailleurs, qui sans emploi, ils reviennent. On a la chance, tous les gens qui sont venus comme ça, dès après les 3 ans de formation. Mais docteur, sur ce point-là, parce que je vais un peu rebondir sur cette partie, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, par exemple, qui a fait les sciences économiques à l'université, ou bien qui a fait des options qui ne sont pas liées aux sciences expérimentales, qui a fait philosophie, s'inscrivent, parce qu'il n'a pas vu réellement ses cours de biologie d'emblée, qui s'inscrivent réellement dans cette formation de ce genre. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu aller hors de la déontologie? Justement, non. C'est que logiquement, quand on a fait l'université, on a un niveau. Effectivement. Et la formation professionnelle, la formation des infirmiers de sage-femme, c'est différent de la formation du médecin. Ok. C'est qu'il y a des matières fondamentales, justement, en première année, qui parlent justement de philosophie, de droit et d'économie. Qui parlent de morale. Pratiquement à un certain niveau, vraiment un niveau universitaire, on peut, pendant les 3 ans, avoir les compétences qu'il faut. Avec nous, la formation est plus pratique que théorique. Donc, pour le moment, on n'a vraiment pas eu de problème à ce niveau. D'accord, monsieur Cheikh. Docteur, je pense que depuis que vous avez commencé, il y a eu des promotions qui sont sorties. Quelles ont été les mesures d'accompagnement que vous avez eu à les donner par rapport au marché de l'emploi? Comment vous accompagnez les diplômés? Comment vous les avez accompagnés? Est-ce que vous avez une structure d'insertion de ces jeunes-là quand ils finissent vos institutions? Bien sûr, la dernière promotion qu'on a sortie au palais, c'était la 11e promotion des infirmiers d'État. Parce que nous, on a commencé par les infirmiers. 11e promotion.
Bon, j'avoue, j'ai dit que tantôt il y avait un problème au niveau de la pyramide, le ratio médecin, infirmier, médecin, sage-femme. Ça a réglé ce problème. On a eu la chance, nos premiers diplômés ont eu justement la chance de faire le dernier test de recrutement à la fonction publique. Et là, on a eu près de 70% d'admis. D'accord. C'est pourquoi j'ai un cousin à l'Elma que je chasse souvent. Il dit c'est grâce à l'école privée de santé que finalement l'Elma a eu 10 infirmiers d'État. Les premiers ont eu cette chance. Les autres, c'est dans le privé et à l'extérieur. Si vous prenez par exemple la filière de santé publique, justement, on a eu l'honneur de rouvrir, parce qu'on a rouvert la filière de santé publique avant même l'école publique de Kindia, avec justement le docteur Sakuba de l'ANS, le docteur malade de GH Paigo. On a l'épidémie d'Ebola du Congo a été, docteur Sakuba, je le cite, il y avait plus de 6 diplômés de sauveurs au Congo. Vraiment? Bien sûr. C'est lui-même qui l'a dit à un atelier à Kindia. Plus de 6 diplômés de sauveurs au compte de l'OMS qui ont été pris pour RD Congo. D'accord. La première épidémie d'Ebola. Dites-nous dans ce cas. Deuxièmement, aussi, on a beaucoup actuellement d'infirmières. La dernière qu'on a eue, c'est une infirmière diplômée ici qui a eu un boulot en Francfort, en Allemagne. D'accord. On en a plein à l'extérieur, en Allemagne, en France, surtout avec la situation actuelle. Dans ce cas, je vais poser cette question comme ça. Quelles sont les valeurs que vous défendez aux sauveurs? Bon, c'est l'éthique, les bons soins de qualité. Vous savez, l'infirmier d'État, c'est la cheville ouvrière de l'hôpital. S'il est bon, l'hôpital est bon. Quand un médecin voit un malade une fois, le médecin doit le voir au moins 10 à 12 fois. Prenez une intervention chirurgicale, le médecin vient, il opère, il s'en va. L'infirmier, il est là. Il est bon, il est bon. Sauf que voilà, nous avons des infirmiers ici, donc ils sont tellement désagréables. Non, l'éthique, l'éthique, docteur parlait de l'éthique. Est-ce que réellement, l'enseignement de l'éthique, la déontologie, est-ce que c'est un élément fondamental dans ces écoles-là? Parce que le comportement que nous voyons avec nos infirmiers et certains médecins dans nos hôpitaux laisse à désirer. Hein. C'est très loin de l'éthique. On préfère l'automédication. Non, on ne préfère pas l'automédication. Est-ce que l'éthique, sérieusement, l'enseignement de l'éthique, est-ce que les gens y tiennent réellement la déontologie? Quelle est la place de l'enseignement de l'éthique dans le processus de formation aux sauveurs, par exemple? D'abord, c'est des matières fondamentales en première année. D'accord. C'est des matières qui sont suivies tout au long du cycle pendant les 3 ans. Ce n'est pas seulement la formation théorique. Il y a, par exemple, le comportement. Quand vous voyez un bon agent de santé qui se comporte n'importe comment, qui a une déchirée, etc., ou bien qui a des ongles qui mesurent 1 mètre de long. Là, ça se suit. Et pendant les stages, vous savez, on a la formation pratique au niveau des stages, ils sont suivis. Parce que nous, nos étudiants, généralement, ils ne portent pas généralement la même blouse que les infirmières titulaires. Parce que la blouse de l'infirmière, les universels, c'est pantalon blanc, chemise blanche, manche courte avec coiffe. D'accord? Bon, les titulaires, bon, peut-être que c'est pas à tout moment. Donc cette éthique-là, elle est très bien suivie. D'accord. D'accord. Bon, oui, docteur, je vais revenir un peu sur cette histoire d'éthique-là. Comme je le dis souvent, hein, j'ai comme l'impression que les cours qui sont donnés, vous avez été victime. Oui, voilà. C'est pourquoi je dis, j'ai comme l'impression que les cours qui sont donnés dans ces établissements, excusez-moi, que ce soit de santé ou d'enseignement ou même de sécurité, j'ai comme l'impression que les cours d'éthique, de déontologie ne sont pas suivis en fait par ceux qui partent pour la formation dans ces différentes institutions d'enseignement. Et je vais aller aussi parler un peu de quelle est la relation en fait que vous avez avec le ministère du tutelle. Comment est-ce que vous vous en sortez avec eux? Comment ça se passe? Mais franchement, ce problème d'éthique là, docteur, il faut nous en parler parce que moi j'ai envie de comprendre pourquoi des fois il y a des infirmiers qui font n'importe quoi dans les hôpitaux. La grande majorité, la majorité d'ailleurs, qui ne respectent pas le serment du majorité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans un pays pauvre, hein, c'est trop facile de dire. Non, qu'on respecte au moins quand même le malade. Bon, la relation avec le ministère du tutelle, justement, il y a à travers la direction nationale des écoles privées professionnelles et à Donka. Ils font des évaluations régulières et pédagogiquement et techniquement 2 fois avec le ministère de la Santé. Il y a des ateliers organisés souvent par les
partenaires à travers les ateliers des séminaires, la formation personnelle enseignant et des encadreurs. Voilà, la relation, elle est vraiment bonne. Mais ce que vous dites, c'est... Bon, si on a été victime, on ne peut pas le nier. Mais peut-être que ce n'est pas seulement à ce niveau. Mais les autres cas peuvent ne pas nous intéresser. C'est notre cas qui pourrait peut-être nous intéresser. C'est que l'infirmière, déjà, généralement, on ne dit pas l'infirmière, on dit l'infirmière. C'est-à-dire c'est la personne qui est là, douce, gentille. Et comme on le dit dans les cours, l'infirmière est le père du malade, la mère du malade, le fils du malade. Quand tu as un enfant sur le dos, il vomit, tu ne vas pas le jeter, tu es obligé de prendre comme. Donc on dit généralement, tous les premiers documents parlent de l'infirmière, donc de cette douceur, de cet humanisme. D'accord. Bon, mais... aujourd'hui, il faut bien apprendre. En fait, c'est ça les Espérons que ces écoles vont insister sur cet aspect. Docteur, je voulais savoir, peut-être la question, elle est un peu, mais est-ce qu'il est possible pour les meilleurs sortant de l'Institut de médecine de pouvoir continuer les études comme un médecin à Gamalou? Est-ce qu'il y a un filon qui leur permette d'avoir accès à des études supérieures à l'université? Bon, logiquement, oui. Un palier entre infirmier d'État et la faculté de médecine. Parce que ce n'est pas la même formation. Je vois. Vous allez retrouver toutes les matières et à la santé et à la médecine. Et quand vous prenez une matière comme l'anatomie de l'os, par exemple de l'humérus, la thèse le fait peut-être en une feuille, bon, pardon, en un paragraphe. L'infirmier d'État va faire le même cours en une page. Le médecin, c'est 2, 3 feuilles. Donc la formation de base, elle est là. Elle est différente. Il y a des cas, mais logiquement, il y a une formation là. Alors, vous qui tenez une école de santé en République de Guinée, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les difficultés liées à cela, au sauveur? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés, elles sont générales, c'est les difficultés générales du pays, mais c'est qu'on a, au fur et à mesure qu'on avance, on a un problème. Surtout les élèves qui sortent des sciences expérimentales. Hein. Ça, exactement. Vraiment, il y a un problème du niveau de l'ordre que vous me direz qui est général, c'est pas seulement. Ce sont les spécialistes des sciences expérimentales. Oui, mais ça n'a rien à voir. Les enseignants, c'est eux qui forment les enfants qui vous. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est un problème. Et il y a je crois qu'il y a une motivation qui manque quelque part. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'avoir une promotion de bachelier à l'école avec Yoliba. D'accord. Il y a un problème de motivation. Ils sont venus, ils ont fait 3 ans chez moi, avec le bac. Ils sortent avec un BTS. Leurs copains admis au bac, orientés à symphonie, à sociologie, économie, 3 ans, sortent avec une licence. C'est un problème, c'est une motivation. Est-ce que c'est une dévalorisation des diplômes du BTS? Non, le BTS, officiellement, il y a des équivalences quand même. La hiérarchie, Docteur, d'où ma question. Et chez vous, c'est ce que j'ai voulu dire. Chez vous, ça c'est un problème. Deuxième problème, c'est que logiquement, vraiment, au moins chaque année, les 5 premiers au niveau national, parce que c'est un examen d'État que nous faisons, pourquoi pas les employer directement à la fonction publique ou alors leur donner des bourses de formation parce qu'il y a un problème de formateurs. Dans ces écoles de santé, les vrais formateurs, ce n'est pas les médecins. Mais d'où le besoin de faire du lobbying auprès du infirmiers cadres, ministère. Les sages-femmes cadres. Les médecins viennent appuyer dans la formation dans ces écoles de santé. Bon, docteur, moi je veux un peu... on n'en a pas, voilà. Oui, la question de M. Traoré, et je vais un peu revenir là-dessus. Je veux savoir, parce que souvent j'ai constaté par exemple, il y a des étudiants qui font par exemple 3 ans chez vous. Est-ce que c'est possible que quand ils finissent les 3 ans chez vous, qu'ils partent s'inscrire par exemple pour la faculté de médecine, voilà, pour les études supérieures. Voilà, pour les études supérieures. Est-ce que ça c'est possible? Bon, ce qu'il y a, j'ai expliqué, c'est tantôt logiquement, ce n'est pas la même formation. Mais avec un niveau bac, il y a certains qui reviennent, reprennent généralement au niveau de la deuxième faculté de médecine. Mais parce que j'ai constaté à un moment donné ceux qui faisaient par exemple les études en pharmacie et en biochimie du moins, ils ont la possibilité de revenir pour faire la première année en pharmacie.
est-ce que c'est possible chez vous que des étudiants sortent chez vous après les 3 ans qui commencent la première année de médecine? Bon, officiellement non, mais je vous dis, il y a des cas, mais officiellement non. Mais c'est possible, mais c'est une possibilité. Mais pas en troisième année. Non, c'est pas en troisième année, mais reprendre en première année. Parce que moi, je suppose qu'un sortant de chez vous a beaucoup plus de niveau en médecine qu'un venant de généralement, quand on sort, il a une base. Ils n'ont pas les mêmes bases, en fait. Quand on a le baccalauréat, généralement, on peut s'inscrire dans une faculté de médecine. Non, mais sous condition, hein, c'est condition en même temps, parce que la faculté. C'est très restrictif, la faculté de médecine est très restrictive maintenant. C'est pas Mohamed Ali qui va devenir médecin quand même. J'ai pas l'intention d'être médecin, mais quelque part, on est tous médecins. Ah non, mais c'est vrai, on n'a pas bien sûr. Vous ne savez pas ça? Avec les médecins que nous avons actuellement, tu es obligé. Journaliste médical. Docteur, c'est la fin de cette émission, on est obligé d'arrêter là. Peut-être un dernier mot avant de vous laisser partir. Bon, peut-être que rapidement, je crois que ces écoles-là, on devait encore mieux le gérer, madame l'a dit tantôt. Ça a réglé un grand problème en Guinée, le ratio médecin, sage-femme, médecin infirmier. C'est clair, c'est visible, allez dans les autres. C'est lui qui connaissait il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est réglé. Mais il faut savoir gérer la suite. Très important. D'accord. Moi, par exemple, je suis à près de 900 diplômés. Depuis 2008. Depuis 2009. Bon. Il y a des services aujourd'hui qui sont là, qui fonctionnent pratiquement, eux qui le disent. Par exemple, quand vous prenez la médecine du travail, c'est mes diplômés qui sont là-bas, qui ont fait technicien santé publique. Entendez, le technicien santé, c'est le médecin de santé publique en cadre moins. C'est eux qui sont aujourd'hui à la médecine du travail, qui travaillent à Total, qu'on envoie à Sidi, à Bokeh, etc. Ça règle des problèmes, ça a réglé quand même des problèmes. D'accord. Mais la motivation, elle manque. D'accord. Parce que, généralement, vous savez, dans les autres pays, c'est la formation des cadres moyens qui développe le pays. Ouais. D'accord. Vous avez un bon médecin, 5 infirmiers, vous avez 5 infirmiers, 3 agents, et votre hôpital marche. D'accord. Mais si vous avez 5 médecins, vous n'avez qu'un ou 2 infirmiers. C'est ça, c'est un peu difficile. Donc vraiment, l'État devait... Ils sont en train, ils sont en train de nous aider. Mais s'ils nous aident mieux, motiver les gens, envoyer les bacheliers comme ils ont commencé, ils viennent après, on va voir. Docteur Abdourahmane Diallo, il est fondateur de l'école de santé Les Sauveurs, il était notre invité. Merci à tous ces chroniqueurs qui étaient avec nous, c'était nous pour vous, parce qu'un système éducatif sous-développé est un système confié à des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons à ce que le nôtre ce ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve donc la semaine prochaine dans une autre émission et avec d'autres invités. Au revoir. Être et savoir.